3 septembre de l'année 2016. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve dans l'émission Talk Talk, le numéro 70, Talk Talk en direct sur LCF FM à 10h TU avec diffusion à 22h30 le même jour. Merci à tous qui nous suivent partout dans le monde entier grâce au lcftogo.com. Ce matin, nous recevons en studio Justin Anani, il est le directeur de Togo Vision. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les fidèles de votre émission. TogoVision.com, très précis. Tout à fait. Le partenaire de Talk Talk. Alors, bonjour à Fabrice Begesi, le patron du journal le Libéral. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui suivent LCF en ce moment. Alors, dans la seconde partie, nous aurons comme invité un homme politique qui s'appelle Philippe Atakba. Il est le délégué aux actions du Parti Socialiste pour le Renouveau PSR. Avec lui, dans 30 minutes, on va décrypter l'actualité politique au Togo et aussi en Afrique. Avant toute chose, c'est la une de Giraudon. Une part, le cadre indépendant d'Augustin Amégan, à qui nous disons bonjour au passage. Sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, cuite des menaces terroristes qui planent sur le Togo. Les chauffeurs de taxi prises en étau entre obligations syndicales et l'État. Préparatif Cannes Gabon 2017, Mlapa et Sounou disent oui à la FTF. Dans les caisses également ce vendredi, l'alternative de Ferdinand Mensah a été Union Européenne Togo. Les bruits de demande de rappel de l'ambassadeur Kabila, Fort Bongo, les nouveaux bébés d'oc des tropiques. Nouveau scandale international, Bahama Leaks. Les Indiens de MMM Mining cités dans l'évasion fiscale vers les Bahamas. Réforme politique, affaire des incendies des marchés. La diaspora togolaise aux USA manifeste contre Fort Gnassingbé. Dans les caisses également ce matin, forum de la semaine de Dimas Dikoudou. Organisation du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime à Lomé, qui de l'UA ou de Kofi Yamnian, l'opposant épisodique voit claire. Fort Gnassingbé au Togolais. Le rendez-vous de Lomé consacrera surtout la pertinence des échanges d'originalité des mesures idoines qui détermineront l'avenir de notre économie. Accident de la circulation à Ijanawe, 2 morts et 3 blessés graves. Préparatif Cannes 2017 après Mlapa, Sounou dit oui aux éperdus. Liberté et le quotidien privé dans les caisses également titre. Renvoi de Nicolas Berlanga du Togo, un signe de fébrilité du pouvoir Fort Gnassingbé. François Bokor hante le sommeil de Fort Gnassingbé. En marge de l'Assemblée nationale, Assemblée générale des Nations Unies, la diaspora togolaise interpelle Fort Gnassingbé sur les réformes tribunales des apparents. Le procureur et le deuxième substitut accusés de clientélisme, de magouille et de trafic d'influence. Dans les caisses également ce matin, le bâtisseur qui écrit scandale humanitaire, peur bleue en haute mer, des négociants suisses, maîtres d'œuvre de trafic de carburant hautement toxique en Afrique, indignation et colère au Togo. Tournée du CAL 2015 à Daparan, un militant habillé en t-shirt UNIR donne une leçon de morale à l'opposition. Chronique de la semaine de Dominique Aliouziou avec nous ce matin. Alberto Olympio, un politique sérieux ou un truand. La justice lui colle 5 ans de prison ferme et le remboursement de 6 milliards de francs CFA. Session extraordinaire de la CDA à New York, Fort Gnassingbé et ses pairs pour aider la Guinée-Bissau à sortir de la crise. Le changement dans les classes également ce matin, c'était prévisible. La cabale a marché. Alberto Olympio condamné par contumace à 5 ans de prison ferme. Crime crapuleux ou mort naturelle. Un jeune Guinéen retrouvé mort hier dans sa cafétéria à Tochi. RDC, insurrection, assassinat et retrait des églises. Des pourparlers, Edem Kodou en proie à d'énormes difficultés dans l'accomplissement de sa mission. Togo Matin de Dieudonné Korolakina est avec nous également ce matin. Climat, Lomé signe l'accord de Paris. Maintenant, place à sa ratification. Développement, New York, Fort Gnassingbé aux US Africa Business Forum politique. Affaire Alberto Olympio, Tourisme Management, 5 ans de prison ferme pour le président du PT, Parti des Togolais. Et enfin, avec nous ce matin, flambeau des démocrates de Loïc Lawson. De la conférence de Montréal, Assemblée ordinaire des Nations Unies à New York, fort par le développement durable. Diplomatie, Nicolas Berlanga Martinez à la porte. Interrogation dans la réponse se trouve dans le journal Flambeau des démocrates. Retour ici en studio avec d'autres journaux que nous avons avec nous ce matin. Nous avons par exemple l'éveil de la nation. L'éveil de la nation qui titre ce vendredi, ce sont 11e session de l'Assemblée générale des Nations Unies où aubaine d'extension diplomatique pour Fort Gnassingbé, un fort engagement pris contre le réchauffement climatique à New York.
Pour la patrie, l'union d'Eric Hugh Johnson est avec nous également ce matin. Pour avoir adhéré à la tendance mondiale à l'abolition de la peine de mort, l'UE félicite le Togo, la FIACAT et la CAT Togo en font de même. Football sélection nationale, Péniel Mapla et Gilles Sounou ont dit oui au Togo. Temps nouveau dans les kiosques. Temps nouveau qui titre à sa une ce matin. Embargo sur le rapport des comptes de la CAN 2013. Que redoute le Premier ministre Klassou? Célébration de la fête Ndombiti. Le peuple Chamba réaffirme son identité culturelle. Et enfin avec nous ce matin, le dialogue. Le dialogue qui titre son 11e session ordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU, Fonia Singbe, sur tous les fronts. Le jingle est derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Justin Anani de togovision.com et Fabrice Métizi du journal Le Libéral. Eh bien, on va démarrer par le sujet Nicolas Berlanga Martinez, persona non grata au Togo, c'est une interrogation. L'information est rapportée par le journal français La Lettre du Continent, très introduite dans les palais présidentiels en Afrique. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, aurait donc demandé à l'Union européenne de remplacer son ambassadeur en poste ici au Togo depuis octobre 2013. Il est reproché notamment à Nicolas Berlanga Martinez d'avoir tenu des propos désobligeants vis-à-vis du pouvoir togolais et aussi d'entretenir des relations avec l'opposant en exil, François Kila Boko. Fabrice Bédézi, vous en savez davantage? Oh, pas vraiment, et c'est pour cela que j'ai été très attentif lorsque vous avez utilisé le conditionnel, parce que c'est vrai que c'est un journal en ligne de renommée internationale qui a balancé l'info, mais je crois que dans ce genre de situation, peut-être que c'est un scoop, comme on l'appelle dans le jargon, mais sinon pour l'instant, officiellement, je crois que rien n'a été dit, parce que j'estime que pour une décision comme cela, ça ne se passera pas seulement dans les coulisses. La présidence de la République peut prendre un communiqué ou du moins peut adresser un courrier à l'Union européenne. Je crois que par le passé on a eu de ce genre de cas, hein. Il n'y a pas longtemps avec l'ambassade de France où pas l'ambassadeur lui-même. Eric Borsous, oui, on a rappelé. Il y avait un diplomate là qui on a accusé de connivence avec Kofi Djamnyama à l'époque. Oui, qui a été rappelé et au même moment l'ambassade de France avait fait partir un élément de la diplomatie togolaise en France. Donc je crois que dans ce genre de sujet, peut-être c'est ce que je dis, peut-être c'est un scoop, mais sinon pour l'instant officiellement rien n'a été dit, rien n'a été confirmé du côté du palais de la présidence. Donc bon, les raisons qui sont également avancées, je crois que il faudrait qu'on s'assure du fait d'abord, avant qu'on s'interroge sur les réels motifs, notamment par rapport à ce qu'avance le journal, ses acquaintances avec François Boko et tout cela. Je crois que pour l'instant, je ne dis pas que le journal en ligne ment, mais de source officielle, rien n'est confirmé pour l'instant. On est battu le coup des rumeurs. Bon, pas rumeur, mais c'est pour cela, par pur respect, par confraternité, je parle peut-être d'un scoop, en attendant que l'information tombe dans le domaine public. Justin Anani, togovision.com, est-ce que à votre niveau, vous avez eu des informations supplémentaires par rapport à la demande du Togo de rappeler l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez de Lomé? Bon, je crois que cette information-là circule depuis un bon moment, avant que notre confrère du continent ne fasse sortir l'information. Et nous avons mené des tractations peut-être pour en savoir plus, mais vous savez, c'est une affaire qui entre purement dans le domaine de la diplomatie. Et dans ce moment-là, il est difficile d'avoir des sources fiables, à moins que l'acte est posé et que vous remarquez ou vous tirez toutes les conséquences possibles. Et mon confrère l'a fait observer tout à l'heure, c'est pas la première fois. La plupart du temps, lorsque un diplomate n'a pas la langue de bois et qui n'a pas sa langue dans la poche, qu'on entend bien M. Nicolas Martinez, donc ça fait très mal. Donc vis-à-vis d'un pouvoir qui ne veut pas ouvrir les vannes de la démocratie, qui prend des engagements, qui n'arrive pas à les respecter, je pense que par ce moment-là, des dispositions comme ça sont prises par les pouvoirs, la plupart du temps par les pouvoirs dictatoriaux. Donc c'est également dans cette ligne-là que nous sommes aujourd'hui. Bon, l'information circule. Au Togo, généralement, les rumeurs deviennent clameurs, donc on attend de voir. Mais tout compte fait, toujours est-il que M. Nicolas a de très bonnes relations avec
certains membres de l'opposition démocratique au Togo. Et qui... Il y en a aussi avec des membres du parti au pouvoir aussi. Oui, je n'en disconviens pas, mais la plupart du temps, là où ça fait mal, lorsque un diplomate donne plus de crédit à ce que avance l'opposition, lorsque un diplomate ouvre grandement sa porte donc, à la branche opposante par rapport à un pouvoir qui ne régime pas. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que le problème se pose. Et c'est on a vu des opposants s'accuser, le même diplomate de l'Union européenne ici, soit disant qu'il était de connivence avec le pouvoir, oui. Après la présidentielle 2015 notamment. Oui, c'est par rapport au rapport qui sont sortis, par rapport à des discours qui sont tenus. Et je pense que le cas Nicolas Martinez peut-être est à relativiser, mais lorsque vous remontez un peu encore dans l'histoire où la Patricia, qui était la diplomate de voilà, des États-Unis dans le temps, a donné carte blanche à ce régime par rapport à la façon dont le pays est dirigé. Ça a suscité tellement de remous au niveau également de l'opposition. Donc c'est là où je dis que c'est une affaire qui rentre plus dans la diplomatie. Et bon, on essaie de jouer sur les pistes et on verra au moment opportun ce que ça va donner. Et je rappelle également qu'il n'est pas le seul. Entre-temps, un des conseillers également de l'ambassade de France a été quand même victime de ces rapprochements, de ceux-là qui sont considérés aujourd'hui des opposants de l'extérieur, et ça lui a coûté. Donc je pense que c'est l'habitude de la maison et ça continue. La lettre du continent est un peu plus précis en disant que le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a envoyé l'actuel ministre de la fonction publique Gilbert Bawara à Bruxelles les 7 et le 8 septembre dernier, donc pour porter l'information de façon officielle à l'Union européenne. Donc on attend peut-être la confirmation, bien l'information. Enfin, c'est ça l'information. Oui, mais c'est quand même curieux que ce soit le ministre de la fonction publique qui fasse cette démarche, parce que nous parlons de diplomatie et à ce que je sache, le chef de la diplomatie togolaise en ce moment c'est Robert Doucet. On sait aussi que Gilbert Bawara était toujours sollicité pour des... Oui, il peut jouer, c'est pour cela que je dis peut-être qu'il y a un grabuge quelque part que les autorités togolaises tentent de régler avec l'Union européenne. Et bon, sur ce, on peut avoir des passerelles dans les coulisses, on peut envoyer n'importe qui. Mais quand c'est fait officiellement, je crois que logiquement, c'est le chef de la diplomatie togolaise qui est Robert Doucet qui peut piloter un tel dossier. Si c'est officiel, c'est pour cela que je dis pour l'instant, c'est possible qu'il y ait des grains de sable quelque part et qu'on essaie de régler le problème. Mais quand c'est officiel, je crois que les voix autorisées le diront. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. C'est pour ça que je parle. Quand on parle de propos désobligeants, à quelle occasion ça a été dit, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, on sait qu'il a plusieurs fois pris la parole par rapport au cas du Togo. Et j'observe que généralement, quand vous prenez les diplomates en poste, ils ont ce qu'on appelle le droit de réserve. Et généralement, vous allez constater que d'autres pays respectent ça. Vous n'allez jamais voir l'ambassadeur du Gabon dans un discours parler du Togo, notamment sa politique. Mais il y a une particularité au niveau de nos partenaires occidentaux, notamment l'Union européenne, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Eux, c'est des partenaires, c'est-à-dire c'est des gens qui mettent l'argent et parfois on les sollicite également pour le règlement de certains conflits sur le plan politique. Donc naturellement, ils ont généralement leur mot à dire et ça ne surprend guère. Et donc vous allez voir que le Togo ne peut pas, même si l'ambassadeur togolais au Ghana ne peut pas se lever comme ça, se mêler des affaires politiques du Ghana. Mais généralement, quand ces pays-là, ça se fait parce que c'est des partenaires financiers au-delà des relations diplomatiques qu'il y a. Et donc c'est pour cela que je dis, il n'y a rien sans rien, ça j'en conviens. Mais pour l'instant, officiellement, rien n'est dit. Et donc, lorsque ce sera officiel, vous allez voir, le ministre des Affaires étrangères le dira, et ce sera officiel. On a eu les ambassadeurs qui ont eu mal à partir avec le régime. Il y a le cas Bruno Delay dans les années 90 également, qu'on accusait de faire le jeu de l'opposition et tout cela et autres. Et ici, au Togo également, ces dernières années, l'avant-dernier ambassadeur d'Allemagne au Togo également avait pris une position qui n'avait pas plu à l'opposition togolaise. Vous avez cité tout à l'heure Patricia Hawkins des ambassades des États-Unis et tout cela. Donc c'est des situations qui arrivent, mais généralement on tente de régler ça diplomatiquement. Et donc quand c'est en voie de trouver une solution diplomatique, ce n'est pas officiel. Mais quand c'est officiel, on le dira. Mais sauf que les raisons avancées, j'attends qu'on me dise à quelle occasion
Berlanga Martinez qu'est-ce qu'il a dit exactement qui est considéré comme propos désobligeants? Pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments dont on ne dispose pas. Une dernière question avant de beaucoup de sujets. Ces raisons dont parle le confrère à la lettre du continent, est-ce que ces raisons sont suffisantes aujourd'hui pour demander qu'on remplace l'ambassadeur ou bien qu'on le renvoie en griffe du Togo? Non, ça dépend. Parce que lorsque vous analysez même ce qui est avancé, comme avoir tenu des propos désobligeants, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a avancé qui ne plaît pas aujourd'hui. Et je pense qu'il faut prendre tellement de ce problème avec beaucoup de pincettes. Mais au même moment, il faut quand même remonter l'histoire. Et je pense que M. Nicolas n'est pas à son premier coup d'essai. À des occasions, il ne résigne pas sur les mots. Il dit ce qu'il pense. Et ça plaît ou ça déplaire. Donc, il se confie à la presse, hein? Oui. Des interviews. Tout à fait. Ce qui est rare. Tout à fait. Ce qui est rare pour un diplomate, qui lui, n'a pas de réserve par rapport à sa position, par rapport à la façon dont le Togo est dirigé, par rapport aux engagements qui sont pris. En réalité, il faut le dire, qui aujourd'hui ne sont pas respectés. Et rappelez-vous également que c'est devant la même Union européenne que le Togo avait pris le 14 avril 2004 les 22 engagements, dont les résultats sont là encore aujourd'hui avec même l'accord politique global. Donc lorsque vous faites la somme de ces éléments-là et qu'à un moment donné, le régime joue sur la géopoliticité, n'arrive pas à respecter sa parole donnée, et ça ne peut pas empêcher également un diplomate de tenir des langages. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit il a des acquaintances, des rapports très étroits avec l'ex-ministre de l'Administration territoriale, François Bocor, et qui, dont on retrouve aujourd'hui donc sa capacité peut-être de peser dans la balance dans les jours à venir. Donc je pense que quand on met ensemble ces éléments-là, donc le pouvoir de le mettre à peur, je pense qu'on attend de voir la suite. Moi je crois que tout ça là c'est des supputations, il n'y a aucun élément. Et même si c'est pour par rapport je sais pas, François Bocor opposant, oui bon c'est vrai qu'il était du régime, il est parti. À ce jour il n'a pas encore lancer une formation politique. Mais il est de l'opposition puisque c'est lui qui est à la création du FRAC. Oui, du FRAC. En 2010, donc depuis 2010, on n'a plus su exactement qu'est-ce que François Bocor fait sur le plan politique. Après la tentative de regrouper l'opposition à travers le FRAC qui a échoué, on n'a plus senti François Bocor. Certains ont interprété même comme quoi il était un peu déçu de l'opposition, qui n'a pas saisi cette occasion et tout cela. Bon, ce qui est sûr, même François Bocor est parti comment? C'est grâce à une ambassade. L'ambassade d'Allemagne. Qu'il est parti. Et donc je crois que généralement, comme on l'a dit, c'est les diplomates occidentaux, notamment ceux de la France, l'Allemagne, ils vont au-delà du droit de réserve qu'observent d'autres. Ils ont la liberté de ton. Oui, ils ont une certaine liberté de ton. Et ils disent beaucoup de choses. Par exemple, je peux prendre le dernier fait, quand vous parlez, je crois que c'est Berlanga Martinez, c'est lui qui a tweeté juste après le limogeage du ministre Ayassa, ce qui était quand même surprenant. Donc je crois que pour l'instant on suppute, mais si c'est avéré, le gouvernement essaiera d'avancer ses raisons et dans les coulisses également on saura exactement ce qu'il y a. Alors je rappelle que M. Nicolas Berlanga Martinez vient directement du Cameroun, le Cameroun où il était en poste avant de venir au Togo à l'époque. François Bocor était aussi au Cameroun à titre de l'Union européenne. C'est une précision de taille. Alors Alberto Olympio condamné à 5 ans de prison ferme. Le verdict est tombé donc mercredi dernier dans l'affaire opposant le leader du parti des Togolais, Alberto Olympio, à ses anciens partenaires en affaires Chorus Management et Accend. Alberto est condamné donc à 5 ans de prison et ferme et au remboursement de 5,9 milliards de francs CFA, sans oublier les dommages et intérêts, environ 1,3 milliard aux plaignants. Ça fait beaucoup quand même pour lui seul, Justin Ali. Tout à fait. On dirait même que c'est le procès du siècle. Parce que lorsque vous suivez ce dossier-là depuis le commencement jusqu'à ce jour, il y a tellement de questionnements qui tournent à l'esprit. Parce que lorsque vous êtes en face d'une affaire judiciaire qui se déroule en correctionnel, je pense qu'il y a tellement des éléments en matière de droit sur lesquels on ne m'imagine pas. Donc lorsque la procédure a connu tellement des contorsions ici et là, et ça, on a connu des hauts et de bas dans ce dossier, et je pense qu'il va sans dire que quelque part on veut la tête de monsieur Alberto Olympio parce qu'il est acteur politique du Togo. Et moi je pense que ce n'est pas la première fois que le pouvoir de Lomé a toujours misé sur la justice togolaise, peut-être pour régler des comptes en matière politique. Donc lorsque vous suivez même ce dossier-là, de bout en bout, dès le début, comment est-ce que la plainte a été constituée, comment est-ce que les avocats sont entrés dans ce dossier-là, la procédure, les étapes, les premières étapes, les secondes étapes, et que lorsque on parle même d'un dossier en matière de justice,
il y a toujours ce qu'on appelle la procédure. Donc, une bonne décision judiciaire qui est incontestable suppose qu'au niveau de la procédure a été respectée. Mais lorsque vous suivez ce dossier, tout au long de la procédure, il y a eu tellement des éléments qui démontrent à suffisance qu'il faut attaquer. Maintenant, si à la base de ces éléments-là, malgré les observations faites par les avocats de M. Alberto Olympio, et on balaye ces observations-là du revers de la main, et qu'aujourd'hui, on arrive à une décision de condamnation à 5 ans de prison, avec une lourde amende, et moi je pense que quelque part, les raisons de cette condamnation sont ailleurs, et non pas dans ce dossier-là dont on a fait croire à l'opinion. Vous pensez réellement que Alberto Olympio inquiète le pouvoir togolais? Inquiété, je ne saurais le dire, mais lorsqu'un acteur politique qui est là, et qu'à la veille de la présidentielle, il a posé son poids dans la balance, dans un premier temps, lorsqu'il a fait cas d'un certain nombre d'éléments, notamment sur le fichier électoral, et arrivé un moment où vous avez eu à écouter que le monsieur a travaillé au Mali, et il a apporté son expertise au niveau de l'État malien. Non, du candidat IBK à l'époque. Oui, du candidat, ok. Voilà, il a aidé dans un premier temps. Bon, et que ces éléments-là ont été avancés. Et il a demandé à visualiser ce qui se passe au niveau du fichier, parce que c'est sur la base également de ce fichier-là qu'on peut arriver à avoir les résultats fiables au cours de ces élections-là. Donc, les éléments qui ont été développés tout au long, il ne faut pas avoir quand même la mémoire courte. Il faut se rappeler de ces éléments-là. Vous comprendrez qu'en réalité, non seulement l'acteur politique Alberto Olympio sur le terrain aujourd'hui ne pèse pas, ou bien n'a pas tellement de représentants au niveau de l'hémicycle, mais on peut estimer que dans les jours à venir, dans les échéances à venir, ça peut faire... C'est l'informaticien qui inquiète alors, si je crois vos propos. Bon. C'est l'informaticien Alberto Olympio qui dérange le pouvoir. Non, moi, ce que moi je pense, ce que moi je pense dans ce dossier, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce qu'on peut considérer, il peut déranger, ne pas déranger. Il est informaticien, il ne peut pas déranger ça et tout. Mais moi je dis également que lorsque vous analysez la façon dont M. Alberto Olympio est atterri dans la politique togolaise, créer sa formation politique, il veut être candidat et puis tu es tout avec les moyens qu'il a à sa disposition. Mais moi, je me suis dit à un moment donné que ce n'était pas sérieux. Parce que lorsque vous analysez, vous comprenez bien, un pays comme le Togo, on ne peut pas se débattre, on ne peut pas atterrir du jour au lendemain pour être candidat et estimer que ceux-là qui étaient sur le terrain depuis ne faisaient rien. Ça, c'est un autre élément. Maintenant, par rapport à des éléments que je venais de développer, et que si peut-être éventuellement, si on ne cherche pas peut-être à l'écarter d'une manière ou d'une autre, parce que lorsqu'on est sur le terrain politique, il y a aussi des calculs qu'il ne faut pas ignorer. Donc sur ces éléments-là, moi je dis, vouloir la tête de Alberto Olympio ou non aujourd'hui, lorsqu'on enclenche une procédure judiciaire, il faut essayer de respecter les étapes en matière de procédure. Okay. Et lorsque vous respectez les étapes en matière de procédure judiciaire, toute décision que vous aurez à prendre ne souffrira pas de contestation. Alors, Fabrice Pédési, oui. Comment avez-vous accueilli les peines infligées à l'homme politique Alberto Olympio, 5 ans de prison. 5 ans de prison. 5 ans de prison. 6 millions de francs CFA. 1,3 million de francs CFA d'amende d'intérêt. Et aussi, surtout, un mandat d'arrêt international contre lui. Oui, moi je vois un homme d'affaires devant la justice qui a affaire avec ses associés. Je crois que ça, c'est un élément que personne ne conteste. Même l'accusé lui-même ne conteste pas ces éléments, même s'il essaie d'apporter ses preuves. Non, il a dit que c'est une affaire commerciale. Oui, lui-même il l'a dit. C'est pour ça que aux allures politiques. Oui, il n'a jamais dit ça. Alberto Olympio, vous savez, l'affaire là a été ébruitée par nos confrères de Forum de la Semaine, bien avant les élections présidentielles. Lorsqu'il s'est annoncé, ça a été ébruité. Et effectivement, à l'époque, on s'est dit, ah bon, voilà quelqu'un qui s'annonce comme un candidat, une alternative, et puis tout de suite, il y a une affaire de justice. Et à l'époque, Alberto Olympio était intervenu pour dire qu'effectivement, il y a une affaire comme ça qui existe, mais qui n'a rien à voir avec la politique. Et ça, c'était bien avant même l'élection présidentielle. Bon, maintenant, il est venu, c'est vrai, je comprends mon confrère Justin Anani, il fait partie de ces Togolais qui ont été mystifiés par Alberto Olympio quand il est arrivé sur la scène politique avec sa campagne. Une nouvelle façon de faire. Effectivement, ça avait impressionné avec son document qu'il a sorti avec le livre. Je prends le parti togolais. Je prends le parti des Togolais. Tout ça là, c'était une autre forme de faire de la politique du côté de l'opposition. Et qui a impressionné. Qui a impressionné qu'on n'avait jamais eu. Moi-même, j'ai été impressionné, mais pas aussi longtemps comme mon non, confrère. Pas du tout. Parce que très vite, j'ai compris. Et vous avez vu, et à l'époque, quand il était arrivé, la peur, c'est-à-dire ce qui l'inquiétait beaucoup plus, ce n'était pas directement le pouvoir en place.
c'était d'abord celui qui se positionnait comme le leader de l'opposition. Eux aussi, ils ont paniqué dans leur camp. Jean-Pierre Fabre a paniqué. Parce que les gens se disaient, voilà, et quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut affronter le régime. Une alternative. Une alternative. Donc, avant d'affronter Faure Gnassingbé à la présidentielle, on se disait que tout de suite, il pouvait prendre le devant au sein de l'opposition. Donc, du coup, la peur était du côté de Jean-Pierre Fabre qui se positionnait d'abord comme leader avant même d'envisager une confrontation avec Faure Gnassingbé. Et comme il a même affirmé qu'il va gagner les élections. Et donc, il est arrivé avec des éléments grands informaticiens et puis il commande les articles dans des grands journaux comme Jeune Afrique, ce qui n'est pas l'habitude de l'opposition togolaise qui apparemment n'a pas les moyens par rapport à cette façon de faire, parce que Alberto, il a beaucoup communiqué dans les grands journaux et tout cela. Et donc, ça a mystifié. Et son livre a été préfacé par Jacques Attali. Justement, donc c'est des éléments du point de vue de communication, ça donnait de l'importance vraiment à l'individu. Mais après, on s'est rendu compte que c'était un château de cartes qui s'est vite écroulé. Et parce que lorsqu'il est venu lorsqu'il est venu avec cette histoire du Mali, il donnait l'impression comme si c'est lui qui a fait gagner IBK. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas l'informatique qui a fait. Tout le monde sait que l'élection a été crédible et puis il a permis de compiler les résultats. Mais c'est pas lui qui a fait gagner IBK, parce que quand il a donné cette impression-là et après il a sorti cette histoire de travailler sur le fichier électoral, à un moment donné les gens pensaient que le salut venait de lui, alors qu'en réalité il n'en était rien. Et donc vous prenez cet homme-là aujourd'hui qui a affaire à la justice et qui prend le soin de dire ouvertement que ce n'est pas une affaire politique, mais fait dire aux gens que c'est une affaire politique. Vous comprenez exactement pourquoi Alberto Olympio est entré en politique. Alors, on va évoluer. J'ai pas fini. Il a pris plus de temps que moi. Et donc, vous voyez quelqu'un qui, en amont, avait su qu'il avait des problèmes par rapport à ses affaires, a vu la chose venir. Et tout de suite, comme chez nous en Afrique, il est facile de trouver des éléments pour dire que c'est un procès politique. On prend très vite la casquette d'un politicien. Ça existe partout, hein, même du côté du pouvoir et tout cela. Les gens ont fait des malversations. Parfois, ils sont obligés de jouer aux militants de première heure juste pour se couvrir. Et vous voyez, il a ces problèmes-là, il était conscient et maintenant il prend le manteau de casquette et il prend une casquette politique juste par après pour dire que bon, voilà, on parle. Il peut avoir des procédures, une procédure viciée. Il va aller à la prison civile de Lomé, vous allez voir combien de personnes ont été abusivement condamnées. Mais c'est pas bien. Alors, oui, c'est pas bien, mais ce n'est pas un élément pour dire que c'est un acharnement politique. À qui profite les crimes? Bon, moi je vois pas le poids d'Alberto Olympio sur le plan politique. Mais il a ses raisons. Il a ses raisons. Oui, je suis dans ce livre qui a oui, c'est ce qu'il c'est pour cela que je dis. C'est pour cela que je dis. Le pouvoir, c'est vous avec comme préface Laurent Bigot. C'est pour ça que je dis, au début, je fais partie des gens qu'Alberto Olympio a réussi à mystifier. Mais pas pour longtemps. Et donc, il continue toujours cette mystification. On me parle de procès politique. Finalement, il n'est même pas allé à cette élection. Et pourtant, il avait dit qu'il allait la gagner. Après, il a trouvé des subterfuges pour ne pas y aller. Et aujourd'hui, l'adversaire numéro 1 face à Faure Gnassingbé, c'est Jean-Pierre Fabre. Et donc, je ne vois pas sur quel plan Alberto Olympio peut inquiéter le pouvoir au point qu'on puisse passer par une affaire commerciale et le mettre en prison. Rapidement, avant qu'on parle de football, rapidement. Oui, le dossier dont on parle, c'est un dossier purement judiciaire qui entre dans le domaine commercial. Ça, on est d'accord. Avec quelqu'un qui est politique ou qui n'est pas tellement de quoi ou non, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que lorsque on veut s'inscrire dans un état de droit et qu'on estime que les institutions de la République sont indépendantes et qu'une justice de surcroît qui veut se pencher sur un dossier comme celui de M. Alberto Olympio, la justice doit faire extrêmement attention pour ne pas se glisser sur le terrain politique de la question. Et c'est là où je dis, lorsque vous abordez ce problème... Vous faites allusion au procureur de la République qui a fait allusion aussi à l'engagement politique de Alberto? Tout à fait. Il y a eu tellement un tour de passe-passe dans ce dossier-là qu'il y a eu tellement de contention juridique. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et à partir de ce moment-là... La disparition du dossier dans lieu. Il y avait... C'est là où moi je dis, il y avait un lieu. Il y avait un lieu. Oui, sur ce lieu-là aussi, parce que vous me donnez plus de parole. Je termine. Pour dire tout simplement que c'est trop facile de dire qu'il y a eu tellement de dossiers dans la procédure viciée en justice et on condamne des gens innocemment. Ça, on ne peut pas l'admettre.
Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Non, je c'est pas une observation. On peut pas cautionner ça. Moi-même, actuellement, j'ai un dossier à la justice. Il y a un directeur général qui a porté plainte contre moi. Et je peux contester à un moment donné la procédure et tout cela et autres. Mais tout de suite, je ne vais pas dire que parce que je suis journaliste, on veut me boucler ou quoi que ce soit. Je reconnais que c'est un citoyen qui a le droit de porter plainte parce qu'il estime que dans mes écrits, je l'ai offensé. Jusqu'alors, il n'y a pas de problème. Qu'on aille à la justice et que la justice gère mal ce problème, jusqu'alors je ne vais pas dire... Non, il y a problème, mais seulement je ne vais pas conclure pour dire qu'on tente de me museler parce que je suis journaliste ou alors je suis un homme politique. Là, je prends mon avocat qui va relever cette contention judiciaire et maintenant l'affaire se débat devant le prétoire, c'est pas sur les médias. Alors on va dire un mot sur le football. Oh, j'informe ce que nous suivons, je vois que le dossier à on y reviendra lundi parce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas évolué aussi, surtout que de l'avenir politique de l'homme engagé politiquement qu'on appelle avec Olympique. On en parlera lundi, c'est promis. Alors on va parler un peu du football. Le Togo s'apprête à aller à la CAN 2017 au Gabon et Dieu merci. Côte d'Ivoire fait un bon travail. On a eu cette semaine 2 nouveaux renforts au niveau de l'équipe. Surtout Gilles Sounou, qu'on courait derrière lui depuis des années. Il a fini par dire oui, tout comme Peña ne l'a pas. Rapidement, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'en matière de football, lorsqu'on fait recours à une équipe nationale, ce sont là la composition, en fait, c'est les meilleurs joueurs du moment. Et quand on essaie de choisir un peu partout et on étoffe. Et puis on a un plan de travail, c'est en fonction de cela qu'on peut y aller. On peut aller à une grande compétition comme la CAN et chercher à atteindre le sommet, pourquoi pas ne pas revenir avec le trophée. Je pense que c'est un bon travail qui se fait là. Il faut aller sur le terrain, il faut aller vers les joueurs, les internationaux qui ont la compétence, qui ont le jeu aujourd'hui dans les jambes, qui puissent apporter un plus à cette équipe nationale des éperviers. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le monsieur fait un bon travail. Donc merci à tous ceux-là qui sont des patriotes, compatriotes, qui veulent maintenant apporter un plus à cette équipe des éperviers du Togo. Fabrice Béjézi? Non, c'est une bonne chose. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop cette façon de faire. Vous avez une équipe qui vous a permis de vous qualifier. C'est vrai, les Togolais, on peut aller les chercher n'importe où. Mais cette manière, c'est-à-dire, c'est des joueurs qui existaient au moment où on a démarré les éliminatoires et qui n'ont jamais, je ne sais pas s'ils n'ont jamais été sélectionnés ou alors ils ont été approchés, mais ils n'ont pas donné. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Bon, voilà. Bon, vous voyez, moi ça m'embête un peu parce que ça donne l'impression comme si. Moi, je crois qu'il faut donner la chance à ceux qui ont permis à l'équipe de se qualifier. Non, on veut une équipe renforcée. Oui, vous avez fait ça au mondial. Vous avez fait ça au mondial. Les gens ont qualifié le Togo pour le mondial 2006. Après, vous êtes allé chercher comme cela des gens, les rebelles, Malem, tout ça là, vous avez amené ça, a donné quoi? Vous êtes allé même changer d'entraîneur. Ça a donné quoi? Moi, je crois que c'est vrai, si des Togolais veulent revenir, c'est une bonne chose de revenir. Mais quand des gens, à un moment donné, hésitent, et parce qu'il y a une qualification, et puis bon, tout le monde veut profiter de ça pour se faire un nom. Moi, c'est une attitude qui me désole un peu. J'espère que ça n'aura pas un impact. C'est l'attitude envers ceux qui ont œuvré pour la qualification? Pas pour... Non, oui, il peut y avoir cela. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y aura des gens qui ne seront pas sélectionnés. Ça, c'est sûr. Ils étaient de la compétition, c'est eux qui se sont battus, l'équipe s'est qualifiée. Et bon, voilà, maintenant on s'est qualifié. Bon, on cherche les gens pour amener. Certes, ils ont un talent. Mais moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une petite dose de patriotisme dans cela. Mais ils sont Togolais. Oui, ne devenez pas Togolais. Actuellement, il y a Tolisso qui a dit non. Oui. Il a dit non. Ben, non mais un beau jour, peut dire oui aussi. Oui, un beau jour, on apprend que le Togo s'est qualifié pour le mondial. Il peut dire oui, ben, je suis Togolais, on va venir le prendre. Mais maintenant, quelqu'un qui jouait dans Dito, qui a contribué à ce que le pays se qualifie, on le met de côté. Mais l'équipe nationale, c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment. Oui, les meilleurs joueurs du moment. C'est-à-dire, si on venait de le découvrir, ça ne me gêne pas. Mais des gens, moi, je parcours les journaux. Mlapa Péniel, son nom, je le lis depuis bientôt 5 ans. Oui, depuis bientôt 5 ans, mais il n'est jamais venu. Maintenant, il dit oui, c'est bon. Oui, c'est ça qui me choque un peu. Mais j'espère qu'ils viendront avec une dose de patriotisme pour se battre, pour qu'on aille loin. Mais je crois qu'à l'avenir, il faut faire de telle sorte que, au-delà du talent des gens, il faudrait une petite dose de compétence et de patriotisme. C'est un peu ça qui me désole. Je n'aime pas trop les opportunistes. Alors, merci. On reviendra sur ce sujet aussi la semaine prochaine, parce qu'il y a d'autres éléments qu'on va vous dire. Alors, on va marquer la pause. Notre invité est là, M. Philippe Atapa, donc derrière la pause publicitaire. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Talk Talk.
Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio à notre invité, M. Philippe Atakba. Il est le délégué chargé aux actions au niveau du Parti socialiste pour le renouveau PSR. Bonjour M. Atakba. Bonjour tout le monde. Et ça fait plaisir de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. Ah, merci. Comment se porte le PSR, votre parti? Ah, le Parti socialiste pour le renouveau, comme vous l'entendez, fait partie du CAP 2015 qui est dans la dynamique du combat pour obtenir une alternance dans ce pays. Et donc pour cela, nous étions sur le terrain la dernière fois. Si nous sommes sur le terrain, c'est que le PSR se porte très bien. Mais pourquoi vous êtes encore sur le terrain? Vous faites quoi sur le terrain? Mais parce que que vous demandez pour la population? Il faut d'abord expliquer réellement ce qui s'est passé lors des présidentielles, parce que les présidentielles passées n'ont pas été tout à fait catholiques dans ce pays, surtout la proclamation des résultats. Et deuxième point, expliquer aux gens les réformes, vraiment qu'est-ce que les réformes peuvent apporter au Togo. Et troisième point, par rapport aux élections locales. À quoi ça sert? À quoi ça sert ces élections locales? Et vous avez l'impression d'être écouté par la population? Très bien même. Contrairement à ce que les gens disent, qui nous a donné une leçon de morale, des conneries comme ça, s'ils ont retenu que ça, c'est que c'est bon. S'ils ont retenu qu'il y a un militant qui est venu dans une tenue de notre adversaire et que les journalistes se jettent dessus, ils disent c'est nous-mêmes qui avons donné le micro. Ce n'est pas le gars qui est venu prendre le micro chez nous pour parler. Mais qu'est-ce qu'il a dit justement? Quelle leçon il vous a donné le jour-là? C'est ce qu'il dit, ce n'est pas... Quand les gens disent qu'ils nous ont donné une leçon, non, vous savez, nous sommes dans un pays où la pauvreté est criante. Que je vois quelqu'un porter le t-shirt d'un parti, que ce soit PSR ou de l'opposition ou du pouvoir, ou bien d'unir, ça ne me dérange et non pas, parce que la pauvreté aussi permet aux gens de porter ça. Dans nos écoles, quand vous allez dans le CG, il y a des filles qui jupe kaki en bas et en haut, puisque ça doit être blanc, et portent quoi? Un t-shirt blanc? Un t-shirt blanc de Unir ou de... C'est pas un problème ça. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, votre tournée continue et vous demandez aux populations de faire quoi? Est-ce que vous demandez aux populations de descendre sur le terrain? Qu'est-ce que vous leur demandez concrètement? Ben oui, on se prépare. Vous savez, moi, pour moi, Philippe Atakba, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État dans la vie. Ça n'existe pas. Moi, le coup d'État, je suis toujours opposé. Mais une bonne révolution. Parce que quand on parle de révolution, ça veut dire quoi? Nous tous, dans une révolution, nous savons ce que nous ne voulons pas. Ce que nous voulons, on le construit ensemble. Qu'après vous parlez révolution? Mais c'est que la population doit prendre son destin en main. Ce n'est pas normal dans un pays comme le nôtre qu'une seule famille puisse diriger le pays pendant 70 ans. La famille Atakba, la famille Pétizi ou votre famille, vous n'êtes pas nés pour applaudir les autres. Vous êtes nés aussi, quand vous allez à l'école, quand vous avez des compétences, de faire valoir vos compétences pour pouvoir aider ce pays à se développer. On ne va pas laisser les mêmes personnes, depuis que je suis né, c'est les mêmes noms. Rien n'a changé. Mais vous êtes démocrate. Et vous savez comment faire ces deux pouvoirs? Non. Quand vous parlez de démocratie, je vous ai dit tout à l'heure, la proclamation des résultats, la dernière fois là, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Lorsque vous voyez un président de la CENI qui rentre dans une fourberie, qui est fourbe, qui ne comprend rien, qui fait des calculs faux, sur le plan international, parce que tout le monde nous regarde. Mais il s'est perdu dans ces calculs. C'est ce que j'ai dit, lorsque vous faites des choses, si vous faites des choses bien, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est lorsque vous faites des choses mal, très très mal, que vous perdez. Parce que vous trompez dans les chiffres, tout ça. Je vous donne un exemple. Comment se fait... Moi je suis mathématicien de formation. Mais vous êtes militaire aussi. Je sais, mais je vous dis mathématicien de formation. Le problème c'est quoi? Lorsque dans une liste électorale, c'est 100%. Lorsque vous avez 102%, c'est qu'il y a un problème. Vous avez 100% et aux élections, vous dites il y a 102% de votants. Les 2% les viennent d'où? Si ça, c'est pas du vol. Si ça, c'est pas tricher le peuple togolais. Ça veut dire que les choses doivent être traficotées. Voilà. Et donc, ce n'est pas normal. C'est d'où j'ai dit, c'est au peuple togolais de prendre son destin en main. Et c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Il faut expliquer. Vous savez, le changement de mentalité, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. Et j'espère réellement que la mayonnaise va prendre pour enfin qu'on s'explique réellement
dans ce pays, sur le plan démocratique. Oui, alors je voulais savoir si un jour M. Philippe Atakba est président de la République, est-ce que ça voudrait dire que le reste de la lignée d'Atakba n'a plus le droit de rêver postuler un jour à ce poste? Voilà, il postule, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas mourir, il va me remplacer. Dans un pays normal, Faure Gnassingbé, même là, n'a même plus le droit d'être candidat, et je m'explique. Notre constitution, à l'article 152e alinéa, dit toute personne ayant participé de près ou de loin à un coup d'État n'a pas le droit d'être candidat. Ça dit que. Mais c'est un crime. Mais il vous dira que c'est pas lui qui l'a fait. C'est l'armée qui a pris le pouvoir, l'a remis. Il vous dira ça aussi. Ça profiter à qui? Mais c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et les autres, je vous dis, il faisait partie des gens qui ont fait le coup d'État. S'il ne faisait pas partie, il ne peut pas être à la tête du pays. Donc à partir de là, il n'a plus le droit d'être candidat. Du moment où il a accepté d'être candidat, c'est que c'est ça. Et la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, tellement ils sont corrompus, qu'ils ont accepté la candidature de Faure Gnassingbé. Ce n'est pas normal. Parce qu'il faut respecter les textes que nous nous sommes nous-mêmes procurés. Même si parfois il y a des articles dans cette constitution, je suis contre, mais au moins ça, il faut l'accepter. Donc moi, si je meurs et que mon fils doit me remplacer automatiquement, je ne suis pas d'accord. Qu'un jour, lui aussi, par sa compétence, est candidat et est lui, il n'y a pas de problème. Vous savez, si Faure Gnassingbé en 2005 n'avait pas participé aux élections et n'avait pas participé à ce coup d'État, et que en 2010, il essaie là-bas, là, en 2010, il est candidat, il est élu, le problème ne se serait même pas posé. C'est ce coup d'État passé là qui cause problème jusqu'alors. Oui, dans ça, voudrait dire qu'en réalité, c'est le problème de la façon dont il a été élu. Il n'a pas été élu de la façon. Et non plutôt le fait qu'il soit le fils de Gnassingbé. Oui, moi, le fait qu'il soit le fils de Gnassingbé ne me dérange éperdument pas. Oui, mais au départ, vous avez dit que. Non, écoutez bien ce que j'ai dit. Écoutez bien, j'ai dit, je précise bien, ce n'est pas normal qu'une famille régente sur le Togo pendant plus de 50 ans. Et je maintiens cette proposition. Quand je dis régenter, ça ne veut pas dire qu'ils ont été élus. Gnassingbé a demandé le monsieur, il n'a jamais été élu. Il le sait. Et Faure Gnassingbé n'a jamais été élu. La preuve, même 2005, malgré qu'il s'est retiré et on est allé aux élections, il a marché sur combien de cadavres avant d'arriver au Parlement de l'An. C'est ça la réalité, il faut le reconnaître aussi de temps en temps. Et moi je vous dis, parfois, dans ce pays, j'aimerais qu'il y ait des débats réellement, pouvoir contre opposition, face à face, pour réellement qu'on s'explique. Il faut que les Togolais aussi apprennent à nous comprendre et savoir comment marche le pays. Mais parce que quand moi, opposant, je viens ici, je parle, le pouvoir vient, il n'y a pas de contradiction. Ce qui fait que ça ne va pas du tout. Il est temps qu'on s'explique réellement. Le message est passé. On va y penser. Voilà, M. Atakba, vous menez ce combat, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, dans les jours à venir. Quels sont les programmes que vous comptez faire dans vos activités politiques? Comme je vous l'ai dit dès le départ, nous, aujourd'hui, expliquer la façon très très mal dont la proclamation des résultats a été faite. Deuxième chose, expliquer aux gens pourquoi on parle de réforme, pourquoi on veut les réformes dans ce pays, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, pourquoi on le veut. Troisième chose, expliquer aux gens c'est quoi, quand on parle d'élection locale, un maire, il sert à quoi. Il faut arriver à expliquer aux gens comme ça. Et puis, troisième chose, il faut que, enfin, le peuple togolais se regarde dans la glace et prenne la décision réellement de mettre les vrais gens à la tête de ce pays. Je m'explique, moi, je n'aimerais pas un jour que ma fille me demande, mais M. Atakba, il dit, papa, tu as qu'à la grande gueule comme ça là. Au moment où ça se passait comme ça, tu étais où? Il faut que je sois fier de lui dire, c'est nous qui avions buté. Mais c'est parce que ça n'a pas abouti. Voilà. C'est ça la réalité. Il faut que tout le Togolais soit dans ce sens. L'actualité politique aujourd'hui. Non. On va dans une question. Le PSR est toujours membre de CAP 2015. Il y avait plusieurs partis qui étaient membres de ces CAP à la veille de l'élection présidentielle de 2015. Mais juste après l'élection, certains partis ont estimé que l'objectif c'était les élections. Les élections étant passées, bon, plus n'est besoin de rester encore dans ce cap-là. Pourquoi le PSR demeure toujours dans le cap? Est-ce que sans le cap, vous ne pouvez pas exister? Est-ce que c'est quelque chose comme cela? Je savais que vous allez me poser la question, Fabrice. On s'est souvent posé cette question. Je vais vous dire, PSR, ça veut dire Pacte Socialiste pour le Renouveau. Nous sommes des socialistes. La CDPA, c'est un parti
socialiste. Vous prenez l'ANC, c'est un parti socialiste. Vous prenez UDS Togo, c'est un parti. Donc c'est un mouvement de l'intelligence socialiste togolaise. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, quand vous regardez bien, les autres sont partis, mais ceux qui restent, ce ne sont que des socialistes. Donc ça veut dire que les autres étaient venus pour la circonstance électorale. Et à la fin, bon, l'élection étant... C'était ça l'objectif du CAP. Laissez-moi m'expliquer. C'était eux dans leur tête l'objectif. Quand on dit CAP 2015, et aujourd'hui on est en 2016, on dit CAP 2015, ça veut dire que CAP 2015, le départ c'est 2015. Vous comprenez? La naissance c'est 2015. Le CAP n'est pas le départ. On a eu le CST, on a eu le FAC, on a eu le CST. Et le PSR, nous avons été toujours dans cette dynamique, Fabrice. On met le cap sur quelque chose. J'ai dit, le combat pour l'alternance politique en 2015. Mais 2015 est passé justement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le départ. C'est le point de départ. Et c'est dans cette dynamique. Et en 2020, on dira CAP 2020, bien sûr. On avisera en 2020. Pour le moment là, nous sommes, l'élection présidentielle de 2015 a été une mayonnaise mal prise, c'est-à-dire le pouvoir, les résultats donnés avec des armes derrière, non, ce n'est pas normal. Alors, et nous sommes dans cette dynamique. C'est pour ça que le PSR est toujours avec les partis qui veulent le changement dans ce pays. Et aujourd'hui même, si le président de la République décidait demain matin, il dit, bon, écoutez, on va faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, on fait un référendum, le PSR fera campagne. Si réellement, dans ce truc-là, on a mis les choses qu'il faut, le PSR fera campagne pour que ça change. Alors, sur le terrain, on a entendu le CAP 2015 demander à la population de prendre ses responsabilités. Alors, que mettez-vous dans le mot responsabilité? Ou bien, prendre les responsabilités, ça veut dire quoi? Vous demandez à la population de faire quoi? Vous me posez une question, mais je ne suis pas là pour poser une question, je suis là pour répondre. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, comment vous l'appelez? Je ne sais pas. C'est un voyou, quelqu'un qui ne respecte pas la loi. On l'arrête. Non, je me dis c'est un hors la loi, non, pas un voyou. Un hors la loi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez par hors la loi? C'est un bandit. Quand vous êtes hors la loi, si au feu rouge, je suis avec ma voiture, je vois le feu rouge et je passe, je sais quoi? Vous avez violé la loi? Vous avez violé le feu? Bon, lorsqu'on viole la loi, on doit mater la personne. Par la justice, j'ai entendu Fabrice Pédési tout à l'heure parler d'Alberto Olympi en disant il ne faut pas se cacher derrière le titre d'opposant pour dire que c'est pour ça qu'on le condamne. Non. Donc, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, pour moi, c'est un voyou. Et quand on est voyou, on doit être poursuivi. Donc, nous sommes dans qui est donc selon vous alors? Nous sommes dans un pays où Faure Gnassingbé n'est que le président directeur général de la société Togo. Vous avez dit quoi? J'ai dit nous sommes dans un pays où, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Faure Gnassingbé n'est que le président directeur général de la société Togo. Et le conseil d'administration, c'est le peuple togolais. Et lorsque le président directeur général fait mal, le conseil d'administration peut le démettre. Et donc, voilà pourquoi nous sommes sur le terrain. Il faut expliquer au peuple togolais réellement. Lorsque tous les matins on parle de détournement de fonds, le président lui-même nous parle de la minorité qui s'accapare les gains du pays. Lorsque vous voyez aujourd'hui sur le plan social, à la SNPT, les gens croulent sur la pauvreté, crient. Lorsque vous voyez le problème Wassem Gates, tout ça là, vous pensez que nous sommes dans un pays normal? Ce n'est pas un pays normal. Et je pense qu'il faut qu'on avance. Je dis souvent, nous sommes en allant. Ce n'est que le début, on verra. La faute peut-être à vous aussi. Est-ce que c'est par manque de stratégie que depuis vous vous battez, mais votre lutte n'arrive pas à aboutir? Non, vous savez, nous sommes dans un pays où feu président Eyadema a terrorisé par l'armée le peuple tellement qu'aujourd'hui les gens ont peur. Mais vous savez, moi là, Philippe Atapa, si on me dit, Philippe Atapa, si votre sang touche le sol togolais, le Togo serait bien, moi je suis prêt à rendre gorge pour que le Togo aille mieux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est que, à force de crier au loup, matin, midi, soir, le jour où le loup va sortir, ça serait difficile de l'arrêter. C'est pour ça que j'ai dit au président Faure Gnassingbé, à son gouvernement, à ses conseillers, il y a quelque chose qu'il faut faire. On ne peut pas signer un accord politique global en 2006. Normalement, on devait le mettre en application et on ne l'a pas fait. On nous dit, ça dit que le gouvernement qui est issu des législatives de 2007 devait mettre en pratique la PG. On ne l'a pas fait parce qu'on était dans un gouvernement d'union nationale, je précise. On ne l'a pas fait.
Mais c'est un Premier ministre opposant qui menait la BAC à l'époque. C'est pas un opposant à la primature. J'ai dit, lorsque vous avez une voiture avec 2 volants, moi je vais tourner à droite, vous voulez tourner à gauche, on fait comment? C'est facile de dire que c'est un opposant. Ça, c'est facile à dire ça. Mais la majorité parlementaire était du RPT à ce temps. Donc, ce que je veux dire là, il ne peut pas attendre après 2010 pour dire non, on ne peut pas faire les réformes. On envoie quelque chose à l'Assemblée nationale. D'abord, la procédure était fausse. Lorsque vous lisez vraiment notre Constitution, c'est au chef de l'État. Lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution, la prérogative est au chef de l'État. C'est au chef de l'État d'envoyer cette proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale. Mais qu'il a fait. C'est pas le gouvernement? Le Premier ministre qui l'a fait. Alors, est-ce que c'est normal ça? C'est pas ça veut dire que lui-même, il ne voulait pas il ne veut pas de ces réformes. Il veut rester au pouvoir éternellement. Et ça, un Togolais normalement constitué ne peut pas l'accepter. Moi, j'ai dit, bien, il ne peut pas l'accepter. Il faut qu'on avance. Voilà, monsieur Atakpa, aujourd'hui, l'actualité, tout le monde le sait, c'est le sommet sur la sécurité maritime. Entre-temps, le ministre de la Sécurité a rencontré les acteurs politiques, notamment certains du CAP 2015. Est-ce que vous avez été abordé? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un ministre de ce gouvernement qui a dit tous les partis politiques sont leurs adversaires. Le PSR, c'est leur ennemi. Moi, j'accepte être ennemi de ce pouvoir. Moi, je l'accepte. Mais moi, le ministre, je ne considère pas le parti UNIR comme un ennemi, mais comme un adversaire politique. Mais eux, moi, j'accepte que ce ministre-là, du RPT UNIR, puisse considérer mon parti comme ennemi. Ça, c'est pas un problème. Mais il a dit où? Quand? Dans quelles circonstances? J'ai dit, je vous l'ai dit, il nous l'a dit. Donc, c'est pas un problème. À ce pouvoir? Je ne parle pas de Philippe Atakpa. Je parle de RPT. Je parle de PSR. Je ne parle pas de Philippe Atakpa. Si je parlais de Philippe Atakpa, vous pouvez me poser la question si ça se trouve. Ou à combien, bien sûr. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous n'avons pas été abordés. Mais on a invité l'ANC, on a invité la CDPA. Mais ceux qui sont allés dire, c'est parce que nous, au CAP, déjà, on s'attendait à cette invitation. Donc, il fallait que nos cordes soient vraiment bien coordonnées pour qu'on aille. Donc, ce qu'ils ont dit, nous l'acceptons, nous allons dans ce sens-là. Mais allons plus loin maintenant dans cette analyse. Mais au Togo, vous voyez, les neurochirurgiens, on en a au plus 4. Au plus 4, vous pouvez vérifier. Les neurochirurgiens, on en a au plus 4. Il n'y a pas un scanner public dans nos hôpitaux publics qui marche correctement. Nous avons nos étudiants qui réclament beaucoup de choses. Sur le plan social, on n'en parle pas avec, je viens de vous dire tout à l'heure ce que se passe à la SNPT. À partir de là, le gouvernement, si oui, c'est une conférence de l'Union africaine. Ce qui est faux, archi faux, c'est le Togo qui voulait cette conférence. Deuxième chose, sur nos dîners publics, on prend 5,5 milliards. Combien de scanners on ne peut pas citer? Si réellement c'était une conférence de l'Union africaine, chaque pays peut mettre quelque chose. Et on fait une autre conférence. Si la conférence devait permettre au Togo d'être un pays développé, mais on serait déjà développé dans les années 80, rappelez-vous. ACPCE, l'OME 2, l'OME 3, l'OME 4. Donc il ne faut pas qu'on se trompe en disant que non, que cette conférence peut apporter beaucoup de choses au pays. Moi, je ne crois pas du tout et je ne croirai pas. Moi, je suis un homme pragmatique. Je ne m'appelle pas, je ne suis pas saint, mais je peux m'appeler Thomas. Donc je préfère voir avant de croire. Le pouvoir demande, est-ce que vous l'accompagnez dans ce processus d'organisation et tout? Nous ne sommes pas là pour accompagner. Nous sommes là pour, sincèrement, lorsqu'on est dans un pays qui marche bien, nous sommes là, il n'y a pas que cette conférence-là qu'il faut inviter les gens. C'est depuis le début. Voilà, nous, le Togo, nous voulons faire ceci. Mais est-ce que ça ne vous étonne pas? On me dit que mon président de la République est un gestionnaire. Et à chaque fois, il parle que de sécurité. Il est militaire? Pourquoi il parle que de ça, de sécurité? Mais c'est la question de l'heure, ça. Le terrorisme, la sécurité maritime, donc... Bon, je vais vous dire quelque chose. À la fin de l'année dernière et au début de cette année, Lomé était dans une insécurité totale. Il y a plus de Togolais qui vivent sur la terre ferme que sur la mer. Je pense que les Togolais aussi méritent d'être en sécurité. Lorsque nos petites sœurs
tuer à Agoué là-bas, enlever leur sexe d'un connaître comme ça. Ils ne méritent pas d'être en sécurité. Alors, M. Tapa, on vous soupçonne à CAP 2015 de chercher, de vouloir, c'est ça, que vous cherchez à perturber le sommet à travers vos meetings et autres que vous programmez à quelques jours du sommet. C'est vrai? Ça me fait rire, hein. Parce qu'il y a une conférence, donc le Togo va s'arrêter de marcher. Parce que comme ils ont mis les élèves à la maison, nous aussi on va rester à la maison, on dit on ne fait rien. Mais non, dans tous les grands sommets, même quand il y a Davos là, il y a contre Davos à côté. Mais ça dit que... Mais ça, c'est pas les politiques qui le font, c'est les altermondialistes. Ici, ça, c'est l'opposition. Non, ici, le problème, il y a une crise politique. Quand quelqu'un ne veut pas voir, pas nécessairement qu'il a vu, c'est parce qu'il ne veut pas voir. Au Togo, on ne peut pas me dire qu'au Togo, il n'y a pas de problème. Il y a un problème politique profond qu'il faut régler. Et tant que le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent ne verront pas les yeux pour savoir que c'est vrai, vous savez, hein, pourquoi nos amortisseurs, il y a un ressort dedans là. Vous savez que si le ressort la sort d'un seul, tu peux mourir de ça. C'est ça, tu peux mourir. Ça dit que lorsque vous appuyez trop sur un ressort, si vous s'échappez, vous ne savez pas où le trouver. Donc il est temps, tant que nous sommes encore dans une accalmie qui ne dit pas son nom, il est temps qu'on s'appelle, qu'on parle. On ne peut pas aujourd'hui me parler de Ashkroum, on nomme Mme Anawawa, je n'ai rien contre. Au même moment, elle est médiatrice de la République. Ça veut dire quoi? Médiatrice de la République, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est elle qu'on saisit. Et au même moment, on la met à la tête des réformes. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Si nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé aux réformes là, on va contacter qui? Mais ça dit qu'il ne faut pas prendre les autres pour des abrutis. Nous tous, nous avons été